va vous présenter le livre voilà, que Jean-François a la gentillesse de montrer, qui s'appelle Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme, qui est paru la semaine dernière, jeudi 8 avril, chez Lux. Aude Guéguen et moi, nous allons vous présenter le livre et ensuite on va vous le présenter en 20 minutes, 10 minutes chacun. On va essayer de ne pas être trop long. Et puis ensuite, on vous laissera la parole pour des questions auxquelles Pierre Dardot et Christian Laval répondront. Donc ce livre, hein, le choix de la guerre civile, est un livre qui est issu du séminaire du GENA. Donc c'est un travail à quatre, mais pas seulement. C'est le travail collectif de toutes les personnes qui ont participé au séminaire et dont beaucoup d'entre elles sont présentes ce soir. C'est un effort pour essayer de synthétiser, de rassembler ce qui s'est dit depuis 2018 dans ce séminaire. Le groupe en fait du GENA était parti un peu d'une espèce de sidération, de surprise un peu triste et inquiète liée à l'arrivée au pouvoir de Trump, du Brexit, de Salvini, de Bolsonaro, du phénomène Macron en France. Et donc la question de départ du livre, c'était celle-ci en fait. Est-ce que ces formes de néolibéralisme autoritaire, réactionnaire, est-ce qu'elles correspondaient à un nouveau néolibéralisme, ou est-ce qu'elles correspondaient à une forme de dégénérescence du néolibéralisme? C'est un peu dans ces termes-là, nouveau néolibéralisme ou dégénérescence du néolibéralisme, que la plupart des chercheurs critiques ont répondu. Wendy Brown a parlé d'un néolibéralisme en ruine. Dieter Plehve et Quinn Slobodian ont parlé d'un néolibéralisme mutant. Barbara Stiegler a évoqué un aveu d'échec du néolibéralisme qui fonctionnerait, selon elle, suivant une logique pastorale de l'adaptation et qui, justement, avec ses tendances autoritaires et violentes, eh bien, manifesterait son échec. Grégoire Chamaillou parle de la résurgence d'un libéralisme autoritaire qui viendrait à la rescousse d'une crise d'hégémonie du néolibéralisme. Donc, finalement, ces approches convergent un petit peu autour de cette crise, autour de cette radicalisation autoritaire du néolibéralisme, de sa dégénérescence. En gros, on est parti donc de ce questionnement-là sur est-ce que en fait ces formes nouvelles étaient un néolibéralisme nouveau, un néolibéralisme en ruine, et en fait on n'apporte pas la même réponse. On n'apporte pas la même réponse, c'est-à-dire que en essayant de revenir aux origines du néolibéralisme, on s'est aperçu qu'en réalité, le néolibéralisme est lui-même né dans un contexte d'affrontement, de confrontation, qui fait que immédiatement, le néolibéralisme s'est constitué à travers la désignation d'ennemis, de différents ennemis, en particulier du socialisme, des syndicats notamment. C'est-à-dire que si on remonte aux origines du néolibéralisme dans les années 20 et dans les années 30, immédiatement, c'est un mouvement intellectuel et politique qui s'est formé en fait contre l'émergence du pouvoir démocratique des masses, pour réguler l'économie. C'est contre ça, et avant tout contre ça, que le néolibéralisme s'est constitué, de sorte que la thèse que nous défendons dans le livre, c'est que
l'unité du néolibéralisme, elle est avant tout stratégique. Qu'en fait, c'est un mouvement qui s'est constitué d'abord, qui s'est unifié à travers le fait eh bien, de défaire un certain nombre d'ennemis, que ce soit des personnes physiques ou des processus historiques, sociaux, politiques, des institutions. Et, et donc, la première originalité du livre, c'est celle-ci, c'est une perspective et une lecture stratégique du néolibéralisme. Ça permet d'expliquer le sous-titre « Une autre histoire du néolibéralisme ». Il s'agit de faire l'histoire du néolibéralisme comme stratégie, comme un mouvement qui, en fait, s'explique historiquement à travers les différentes stratégies qu'il a employées pour défaire, pour neutraliser un ensemble d'ennemis successifs, que ce soit encore une fois la démocratie sociale, les travailleurs organisés, les syndicats, ou bien les militants de la contre-culture, ou dans d'autres contextes, les migrants, les femmes, les précaires, etc., etc. Et donc, un des aspects, une des thèses, disons, centrales du livre, c'est de dire que l'unité du néolibéralisme tient autour de cette capacité stratégique, en fait, à neutraliser ses ennemis, et sa pluralité tient dans toutes les diverses stratégies qu'il a mises au point dans des contextes historiques très différents pour défaire ses ennemis. Et donc, je termine ensuite très, très brièvement sur le terme de guerre civile qui donne son titre au livre. Ce terme de guerre civile, il essaye de qualifier la logique, justement, qui a été celle du néolibéralisme dans les batailles qu'il a menées contre ses ennemis. Ce terme n'est pas une métaphore. La guerre est une guerre réelle au sens où nous avons voulu insister sur la dimension de violence ouverte qu'il y a dans le néolibéralisme et qui s'est manifestée de façon assez explicite dans un certain nombre d'interventions gouvernementales contemporaines, que ce soit au Brésil, que ce soit Emmanuel Macron avec les Gilets jaunes, que ce soit au Chili dans la répression du mouvement social du réveil d'octobre, que ce soit aux États-Unis dans la répression parfois militarisée des manifestations contre des manifestations qui elles-mêmes dénonçaient la mort de George Floyd. Donc, le projet du néolibéralisme comme un projet de mise en place d'une société de concurrence, d'un ordre politique de marché, eh bien, se soutenait aussi de toute une guerre qui est néanmoins civile. Ce n'est pas la guerre civile au sens de l'affrontement entre deux armées, entre deux fractions de la population. C'est la guerre civile au sens où Foucault en parle dans La société punitive, une guerre qui utilise justement tout un tas de moyens, les moyens de l'État, de l'économie, du droit, des valeurs morales, contre l'ennemi qu'elle se donne. Donc, cette guerre est civile au sens où elle n'utilise pas que des moyens militaires. Et puis, deuxième et dernier aspect, cette guerre civile signifie surtout, et c'est ça qui est peut-être le plus important pour nous, pour essayer aussi de comprendre la manière dont fonctionne le néolibéralisme encore aujourd'hui, c'est une guerre qui définit elle-même les termes de l'affrontement, et c'est une guerre aussi qui transforme les coalitions politiques qui sont en lutte, qui les recompose. Il suffit de penser
à des exemples très contemporains comme les batailles qu'il y a actuellement aujourd'hui en France autour de l'islamo-gauchisme contre la non-mixité, la manière dont ces guerres civiles définissent des ennemis et dont elles emportent avec elles des coalitions dont elles rallient un certain nombre de fractions du corps social pour les opposer à d'autres fractions du corps social. C'est ça la guerre civile. C'est une guerre qui constitue son ennemi et qui, autour de cette constitution de l'ennemi, arrive à organiser des camps dans la société qui divisent assez profondément le peuple, de sorte que, en fait, finalement, le néolibéralisme survit non pas tant parce qu'il est réellement parvenu à mettre en place son utopie d'une société de concurrence, mais parce que sa victoire tient plutôt à notre défaite, à notre propre défaite, au fait que le libéralisme gagne en sapant le mouvement de l'égalité, en le détournant, en parvenant à rallier sans cesse des parties toujours plus importantes de la gauche à son propre projet. Donc voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Aude Guéguin. Merci Pierre. Ouais, donc je reprends. Peut-être juste pour compléter un petit peu ce que tu as dit et terminer la présentation, la première présentation du livre, puisqu'ensuite Christian et Pierre présenteront évidemment aussi le livre en répondant aux premières séries de questions. Peut-être repartir de ce que tu as toi-même présenté au tout début, c'est-à-dire au fond cette question qui était notre point de départ en 2018. Beaucoup d'entre vous que je vois s'en souviennent, puisque vous êtes assez nombreux à être dans ce séminaire du GENA depuis 2018. Et cette question, c'était effectivement quand même de se demander s'il y avait quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passait, quoi, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans le phénomène qu'incarnait cette montée de figures comme Trump, comme Bolsonaro ou comme Orban, enfin voilà. Et c'est vrai que comme tu l'as rappelé Pierre, au fur et à mesure du travail qui a été effectué dans le séminaire, puis ensuite dans le livre, tous les quatre, on s'est rendu compte que cette idée d'un nouveau néolibéralisme ne tenait pas du tout, puisque la dimension autoritaire du néolibéralisme était au contraire constitutive, intrinsèque, et ce depuis le début, depuis les années 1920, 1930. Mais en revanche, ça ne nous a pas non plus complètement conduit pour autant à refuser ou à récuser l'idée qu'il y aurait quand même quelque chose de nouveau. Et donc, on a été conduit à distinguer au fond deux questions peut-être trop souvent confondues par les analystes du néolibéralisme. Savoir la question de savoir d'une part ce qu'il y a de nouveau dans le néolibéralisme, qu'est-ce qui rend compte du néo dans le néolibéralisme. Et puis d'autre part, cette autre question de savoir ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ou depuis quelques décennies, c'est-à-dire en fait depuis les premières expérimentations politiques, gouvernementales et mises en œuvre gouvernementales du néolibéralisme. Voilà. Et donc moi, je voudrais peut-être juste dire un mot sur cette question et la façon dont on a proposé de la traiter dans le livre, avec finalement cette hypothèse que s'il y a bien quelque chose de nouveau, on pourrait dire de nouveau depuis, disons, les années 1990, quoique, comme je vais l'expliquer, on pourrait remonter aux années 60, 70, s'il y a bien quelque chose de nouveau qui a été introduit par les néolibéralismes de gouvernement, c'est au fond ce que nous, on a proposé d'analyser comme une scission, une division, ou ce qu'on a proposé d'appeler un dédoublement stratégique du néolibéralisme, avec donc évidemment un socle commun, ce projet de construire une pure société de marché, mais néanmoins une réelle division se jouant du côté des valeurs, en fait, essentiellement. Avec donc par conséquent deux versions, qui sont aujourd'hui les deux versions qui saturent l'espace politique et qu'on pourrait au fond appeler une version de droite et une version de gauche, en donnant évidemment au terme de gauche un sens extrêmement édulcoré.
Donc deux versions, deux voies, deux stratégies, avec d'un côté donc une version de droite, une version conservatrice, une version réactionnaire, qui en fait est première généalogiquement ou historiquement, à la fois parce que au fond elle correspond parfaitement, elle est parfaitement conforme à ce qui était un socle du projet néolibéral des théoriciens, puisque de Lippmann à Hayek ou Röpke, on trouve cette valorisation, cette affirmation des valeurs de la famille, de la religion comme valeurs cardinales pour instaurer une société de concurrence, c'est-à-dire au fond d'instaurer un encastrement hiérarchique, on pourrait dire, nécessaire à la société de marché. Donc il y a quelque chose là de conforme, et puis ce qui se passe quand même de nouveau à partir des années 60-70, c'est-à-dire au moment de la contre-culture américaine, c'est que finalement ce socle conservateur du néolibéralisme a pris un tour davantage stratégique et réactif, puisqu'il s'agissait, dans le contexte de la contre-culture américaine et de la conquête d'un certain nombre de droits par des minorités, les femmes, les homosexuels, eh bien, il s'agissait précisément de parvenir à contrer ces revendications extrêmement puissantes et de réaffirmer de manière très stratégique l'importance donc de la famille, de la religion, de la nation. Et puis, évidemment, cette dimension-là, cette version, cette option, cette voie conservatrice du néolibéralisme, il est évident qu'elle est au fond ce dont proviennent aujourd'hui les figures inquiétantes, monstrueuses, grotesques, tout ce qu'on veut, des Trump, Bolsonaro et consorts, avec quand même là aussi peut-être des éléments quand même nouveaux, à savoir d'un côté une forme de réappropriation, de récupération de l'idée au fond d'une forme de répression, cette idée d'une identité réprimée, cette idée que les blancs sont réprimés, que les hétérosexuels sont réprimés, enfin ce recours au motif de la répression, ou plutôt de l'oppression, et puis de l'autre, le recours aussi à l'idée de la liberté. C'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, très importante dans les discours qu'on trouve dans ces figures-là de Trump ou de Bolsonaro, et chez les suprémacistes blancs, cette idée de liberté d'être raciste, liberté de pouvoir vivre selon des valeurs purement chrétiennes ou de la famille. Donc ça, c'est la genèse de cette première version qui donc est première, on pourrait dire, historiquement. Mais ce qu'on a, nous, en tous les cas, voulu montrer, c'est qu'il y avait, à partir des années 1990, au fond, l'émergence d'une seconde voie, on pourrait dire, même si l'expression est mal choisie, mais en tout cas d'une autre version du néolibéralisme, qui est sa version qu'on pourrait caractériser comme moderniste, dynamique, voire progressiste, et qui est donc apparu à partir des années 1990 avec des figures et des partis politiques de gauche de gouvernement comme évidemment la troisième voie de Blair et de Schröder, les nouveaux démocrates à la Clinton, et qui perdurent aujourd'hui jusqu'à Obama, jusqu'à Biden et jusqu'à Macron et sa politique du en même temps, et qui, pour le coup, est tout à fait différente, puisque elle résulte d'une forme, cette fois, de réappropriation d'un certain nombre de valeurs propres à la contre-culture, et notamment tout ce qui a trait à la revendication de l'émancipation individuelle, et non pas collective. Émancipation individuelle, donc qui intègre pleinement des revendications qui peuvent être celles des féministes ou des minorités, mais, et c'est ça qui est important, en les décorrélant complètement de toute revendication d'égalité, de toute revendication de redistribution économique et de tout contenu protestataire, de toute critique du capitalisme. Donc une récupération. Alors évidemment, ces deux versions, c'est un élément pour nous qui est extrêmement important et que je me permets de présenter comme peut-être la nouveauté principale, ou l'élément peut-être le plus important de ces
de ces 3 dernières décennies, ça n'exclut évidemment pas qu'il n'y ait pas d'autres nouveautés. Et le livre en présente un certain nombre, sans d'ailleurs prétendre aucunement à l'exhaustivité. Je citerai par exemple évidemment cette autre face d'ailleurs de ce dédoublement stratégique qui est l'alternative entre le globalisme et le nationalisme, mais on peut aussi citer d'autres éléments, le renforcement de la répression policière, le renforcement des moyens de surveillance pour contrer toute forme de protestation dirigée contre le néolibéralisme, ou encore tout ce qui se joue dans le champ du travail, de la néolibéralisation du travail, ou ce qu'on a appelé, à partir d'une suggestion de Barbara et Jean-François, les pratiques du lawfare, c'est-à-dire une instrumentalisation au fond du droit et de la justice pour neutraliser des cibles politiques, hein, comme c'est évidemment exemplement le cas avec Lula au Brésil, comme ça a été le cas avec Lula. Donc voilà, il y a plein d'autres éléments qui pourraient être intégrés à ce qu'a introduit de nouveau le néolibéralisme de gouvernement ou les néolibéralismes de gouvernement. Mais il nous semble que ce dédoublement stratégique, donc en une version conservatrice et une version progressiste, ou en tout cas dynamique, moderniste, est particulièrement important. Et ce, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est au fond ce qui permet peut-être d'expliquer la capacité de résistance ou de résilience du néolibéralisme, pour cette raison très simple mais extrêmement importante que à travers ces 2 versions ou ces 2 voies, ces 2 options, le néolibéralisme est parvenu à saturer complètement l'espace politique des possibles et à réduire au fond la lutte politique ou l'affrontement politique à une simple guerre des valeurs, c'est-à-dire à quelque chose qui touche simplement à des valeurs. On peut être plutôt tenté d'être progressiste ou plutôt tenté d'être conservateur, mais il y a un socle commun qui, lui, demeure complètement ininterrogé et qui permet donc de faire comme s'il y avait une alternative. Alors qu'en réalité, oui, c'est une alternative, mais elle se joue sur le simple plan des valeurs. Et puis, le deuxième élément pour lequel ça me paraît extrêmement important, c'est aussi, puisque c'est un axe central de ce séminaire depuis le début et qui est dans le titre du séminaire, c'est aussi parce qu'au fond, ce dédoublement stratégique nous paraît constituer un point de départ tout à fait décisif pour toute tentative, tout effort visant à penser une alternative réelle au néolibéralisme, dès lors précisément qu'un certain nombre de valeurs importantes de la contre-culture ont été complètement récupérées, et donc complètement désactivées dans leur charge, on pourrait dire, contestatrice, et avec cette conséquence, au fond, qu'aujourd'hui, repenser une alternative réelle au néolibéralisme, ça implique de repartir de ce que ces 2 voies finalement ont en commun, d'exclure et de refouler complètement, qui est la revendication de l'égalité. Voilà, donc c'est peut-être ce que je voulais ajouter aux propos de Pierre pour présenter comme ça une première présentation du livre et sur cette hypothèse de cette nouveauté introduite par les néolibéralismes de gouvernement que serait donc ce dédoublement stratégique. Je m'arrête là et je crois qu'on va commencer donc par prendre un certain nombre de questions, peut-être tout de suite. Hein. Et en fait, il y a quelque chose que j'avais déjà demandé la dernière fois, mais je suis désolé, je vais le remettre sur le tapis, parce qu'en fait, ça n'a pas encore été intégré dans mon petit cerveau. C'est pourquoi le choix de ne pas discuter, dialoguer avec le concept de biopolitique ou de biogouvernementalité ou de nécropolitique, nécro-gouvernementalité, parce que je ne vois pas ce dialogue très présent dans le livre, et donc je pense que c'est un choix. Et secondo, sur la guerre des valeurs, ça c'est nous qui écrivons en ce moment un autre article sur le bolsonarisme, justement, c'est quelque chose de très prégnant. On discutait là avec Barbara, et elle me disait
on fait le jeu de mettre des majorités contre des minorités, d'inverser les minorités et les majorités, enfin bon, un jeu des valeurs, en fait, et comme tu dis, Aude, on n'a pas choisi le champ de bataille, quoi. C'est eux qui ont choisi le champ de bataille. C'est ça qui est important. Et donc, en fait, ma réflexion, ce serait… Oui. L'aspect religieux, c'est très fort. Ouais. Et je pense tout le temps maintenant comme une stratégie d'affinité élective qui ressemble à Weber, les concepts de sociologie religieuse, c'est ça? Que Novi, il a remis au goût du jour, c'est ça? Sociologie religieuse, c'est ça, la Weber, que l'inspiration, c'est très religieuse, mais juridique. Elle joue avec la contre-discours des contre-cultures, mais c'est contre-discours, c'est pas minoritaire, c'est contre-discours majoritaire. C'est contre-discours comment on dit, s'appelle, non. Qui s'appelle, qui mobilise comme une majorité fondationnelle et imaginaire, je pense. Imaginaire, la nation imaginaire. Comment refonder la nation, refonder l'État, refonder le nouveau homme pour l'imaginaire de la contre-discours. C'est ça. En fait, ouais, l'article qu'on est en train de penser traite justement de ça. Il y a beaucoup d'affinités électives avec la religion, comme un cruzadiste moral, qui ressemble à la lutte espagnole de la société baroque. Oui, qui ressemble à la fonction de Brésil comme un bastion de civilité chrétienne. Ouais, ce sont des Bannon qui a dit que le Brésil était parfait pour faire le projet néolibéral parce que justement, on pouvait commencer avec une société presque primitive en fait, au niveau des relations de travail, etc., pour pouvoir faire avancer. Mais je voulais juste finir ce que je voulais dire sur le champ de bataille. Et comme tu as dit, Aude, le champ de bataille, il est choisi en fait par les néolibéraux. Et en fait, la gauche, elle fait sa bataille sur le champ de bataille des néolibéraux. Et donc, en fait, peut-être que la sortie, c'est justement de sortir du champ de bataille, c'est-à-dire que de ne pas attendre et de refonder un monde parallèlement au monde que les néolibéraux sont en train de fonder. Je pense à l'économie solidaire, à d'autres formes de solidarité locale et internationale et transnationale qui peuvent monter un autre monde, c'est-à-dire pas attendre la grande révolution pour faire qu'un autre monde est possible, mais construire ce monde dans des petites expériences de la vie, etc. Et qui évidemment irait dans le sens du commun et dans le sens de la reconstruction, de la refondation du commun. Donc, voilà. Oui, bonjour. D'abord, bravo pour le livre. Alors, j'ai pu lire que la partie Internet, parce que je ne suis pas en France. J'avais juste eu une question en liaison avec d'autres publications que j'ai faites aux éditions Raison d'agir, notamment sur l'engagement de certains gilets jaunes dans la guerre de classe et où la violence est vue comme un ultime recours, en fait, au sens où il n'y aurait pas le choix. J'ai vu ça aussi, bon, évidemment, dans les Andes, avec au moment du coup d'État en 2019, l'engagement de certains mouvements radicaux, au-delà du MAS d'Evo Morales, dans une voie guerre civile, bon, qui n'a pas marché, mais voilà, des défilés de militants indigènes en appelant à la guerre civile. Voilà, comment est-ce que vous conciliez, dans le contexte de vos analyses, sur ce choix de la guerre civile, sur ce néolibéralisme comme stratégie, l'usage de la violence, j'allais dire par en bas, même si ce n'est pas exactement ça, même s'il faudrait nuancer, et est-ce que c'est inclus dans votre analyse stratégique
Est-ce que c'est quelque chose qui est provoqué, voilà, un affrontement provoqué ou un dualisme des modes de politique qui fait partie intégrante de ce nouveau, entre guillemets, néolibéralisme? Voilà, comment est-ce que vous voyez ces mouvements par en bas et le discrédit de la violence qui est en même temps à la fois récusé, contrairement à la violence d'État, et en même temps, par ailleurs, provoqué? Merci. Oui, alors moi j'avais une question qui est peut-être un petit peu, enfin qui rejoint celle que vient de faire Franck Coupeau, mais aussi avec, moi je m'interroge en fait aussi sur ces formes très libertariennes et très individualistes aussi, et même qui tendent complètement à se mettre complètement à part du reste en fait du monde, c'est-à-dire des espèces de bulles qui sont connectées entre elles au niveau global et qui en fait laissent de côté absolument tout le reste enfin tout le territoire, les territoires qui les entourent. Et moi je me base là, pour en parler sur des expériences qui ont lieu en Amérique centrale, notamment au Honduras, avec ce qu'on appelle les charter cities, les enclaves, où il y a vraiment une mainmise globale sur des territoires très locaux qui sont pressurisés, exploités. Mais dont on repart assez vite et qui sont en fait qui constituent même des côtés très futuristes avec des espèces de projets autarciques, y compris technologiques, technosciences, etc. Et qui sont pas vraiment en fait s'inscrivent pas vraiment dans une perspective justement de gouvernement, mais de parasitisme, je dirais. Et puis il y a une autre question que je voudrais soulever, c'est celle des gouvernements dits progressistes qui ont mené quand même des politiques extrêmement libérales aussi et d'accaparement avec des dérives autoritaires tout autant que d'autres modèles dits de droite. Voilà. Tout d'abord, je remercie Pierre et Christian de m'avoir fait parvenir le livre. Alors, j'en ai lu à peu près la moitié, je n'ai pas tout lu. Mais à la lecture du bouquin, et j'en ferai une recension pour le journal Cerise, il me semble qu'il y a quelque chose qui peut-être qui manque, ou en tout cas peut-être qui n'a pas été suffisamment abordé. C'est le fait que la social-démocratie s'est complètement engouffrée dans les stratégies néolibérales dans tous les pays, y compris par exemple ce week-end il y a des élections en Équateur et on voit bien que la social-démocratie fait le choix des néolibéraux contre le mouvement progressiste. Mais si on veut revenir à l'Europe s'est construite sur les formes que vous évoquez dans le livre, c'est-à-dire déposséder les citoyens de tout pouvoir d'agir. Je pense à 2-3 choses. Le fait d'avoir dépossédé les citoyens de la politique monétaire en rendant la Banque centrale européenne indépendante, et donc où le citoyen n'a aucune... déjà, on n'avait pas beaucoup de poids pour choisir, pour intervenir sur les choix de la Banque de France, pour parler de la France. Mais aujourd'hui, par exemple, avec l'institution de la règle d'or, on construit pas à pas tous les ingrédients pour que, ce que vous évoquez dans le livre, le citoyen ne puisse plus modifier les choix économiques, sauf à la marge. Et peut-être que c'est, à mon avis, une question qui est importante parce que dans des bouquins précédents de Pierre et de Christian, vous aviez évoqué, je crois que c'est dans La Nouvelle Raison du Monde,
l'ordolibéralisme allemand en faisant référence à Foucault. Et on voit bien que toute la construction européenne se construit sur des bases néolibérales. Et donc aujourd'hui, on assiste à une forme de rejet parce que les gens confusément sentent bien que c'est des choix qui se font contre eux, mais qui n'ont aucun pouvoir pour agir ou qu'on les dépossède de pouvoir d'agir. Et donc, ils s'en remettent aux forces d'extrême droite ou à des populistes. Et on voit un peu partout dans le monde, au-delà de l'Europe et au-delà de ce que je viens de dire, des situations à peu près identiques où les gens ont l'impression d'être dépossédés de tout pouvoir d'agir et s'en remettent à des gens qui promettent monts et merveilles et qui font exactement le contraire. Donc, il me semble que la question européenne est un élément fort de la mise en place des politiques néolibérales. Voilà, j'ai fini. Bonjour tout le monde, mes amis. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Et bon, j'ai une question peut-être un peu très spécifique, mais peut-être vous pouvez donner une réponse. C'est sur les débuts vraiment du XXe siècle et surtout sur la question du droit du travail qui est né dans cette période-là. Et bon, vous avez commencé aujourd'hui l'exposition en disant tout à fait que les néolibéraux ont une grande opposition à cette organisation syndicale et les organisations de travail. Et bien sûr, je suis complètement d'accord. Ça suffit de prendre les textes de Mises et on voit bien clair, même ces exposés sur les insurrections l'insurrection travailliste de 27 en Autriche. Donc, c'est bien sûr qu'il a une opposition aussi militante et aussi intellectuelle à ces mouvements. Au même moment, si on regarde rétrospectivement à ce mouvement de la naissance du droit du travail, des organisations syndicales et tout ça, on peut voir aussi un processus de quelque sorte de légalisation de la classe ouvrière. Et ça, parfois, pose des problèmes parce que si on peut voir une résistance très forte du mouvement néolibéral à cette naissance des syndicats et de tout ça, au même moment, ça fait que cette classe-là, elle ne peut être plus une classe comme un prolétariat qui est presque à exploser, mais elle devient peut-être une classe de travailleurs qui vont lutter pour les droits individuels. Donc, il y a quelques types de docilisation de ce processus. Cette institutionnalisation qu'on voit surtout par les sécurités sociales et tout cet enjeu institutionnel qui est né au début du XXe siècle, peut-être elle a ainsi un rôle de docilisation de cette classe, de disciplinarisation et qui permettre jusqu'à fin que le travail peut devenir géré comme un marché. Et ça, c'est une chose que je pense que parfois on ne veut pas les négliger parce que c'est un processus qui c'est aussi important. Donc parfois, même quelque chose qui ça montre en première vue comme une opposition au néolibéralisme, peut-être aussi, si on prend cette regard rétrospective, peut être aussi perçu comme quelque chose qui, jusqu'au fond, fait partie de cette rationalité. Donc, si vous pouvez commenter un petit peu sur cette période-là et surtout sur la naissance du droit du travail et de la sécurité sociale, je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je pense à la question de Daniel, ou plutôt à la double question de Daniel Rome, puisqu'il est question d'une part de la social-démocratie et puis d'autre part, finalement, de la place du néolibéralisme, ou plutôt de la place de l'Union européenne, finalement, dans la rationalité néolibérale, puisque tu dis que cette question-là est un petit peu escamotée dans le livre, mais tu n'es arrivé qu'à la moitié du livre. Et pour ce qui est de la social-démocratie, il y a un chapitre qui est le chapitre 8, qui est quand même assez important, qui est consacré justement à la guerre des valeurs et à la division du peuple. Et puis, il y a d'autre part un chapitre 12 où il est question justement de l'Union européenne d'une façon assez précise. Et il en est même question un peu plus avant, même beaucoup plus avant, dans un chapitre justement sur le constitutionnalisme de marché, auquel on attache une grande importance, puisque justement l'Union européenne constitue une des figures de cette constitutionnalisation. Il y en a d'autres, hein,
Il y en a d'autres. Le Brésil en constitue une autre. Le Chili de Pinochet en a constitué une autre. Et juste l'ordre avant que la Constitution de 1983 en constitue encore une autre. Et puis, il y a effectivement l'Union européenne. Parle bien dans ton micro, Pierre. Oui. Concernant la première question sur la social-démocratie, oui, il me semble qu'il y a là une logique qui est telle que ça doit nous amener à remettre en cause l'appellation de social-démocratie que continue de se donner un certain nombre de partis et de formations politiques. D'une façon, pas pour défendre l'héritage de la social-démocratie, ça va de soi, mais pour signifier toute la différence, voire parfois l'abîme qu'il y a entre cet héritage et puis d'autre part la façon dont se comportent ceux qui se disent sociodémocrates aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même rappeler que la social-démocratie, c'était à l'origine une certaine logique politique visant, sur la base de la construction d'un rapport de force, à arracher un certain nombre de concessions, notamment de concessions sociales et économiques, et que finalement, l'espace propre de la social-démocratie ne s'est constitué et n'a été rendu possible que sur la base de la construction d'un tel rapport de force. Il y a eu bien sûr tout le détricotage des références au marxisme avec le congrès de Bad Godesberg et d'autres situations de ce type, mais je pense que le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que la progression du néolibéralisme à partir du début des années 80 a rendu cet espace de plus en plus, comment dirais-je, étroit et pauvre. Et les marges de manœuvre qui ont permis à la social-démocratie de se développer se sont complètement, comment dirais-je, érodées, de telle sorte qu'aujourd'hui, il ne semble plus réaliste ni crédible de continuer de parler de social-démocratie, que ce soit à propos du Parti socialiste espagnol, que ce soit à propos du Parti socialiste français, que ce soit à propos d'autres formations qui ne sont pas nécessairement des formations européennes. Mais je crois qu'il faut en faire notre deuil. Ça n'a plus aucun sens. On peut parler de formations ou de partis qui ont une filiation social-démocrate du point de vue de leur histoire. Mais on ne peut plus parler de partis sociodémocrates. Ce ne sont plus des partis sociodémocrates. Encore une fois, ce n'est pas pour valoriser ce qu'était la social-démocratie à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais c'est tout autre chose. C'est un paysage complètement différent. Et ça m'amène justement à la seconde question qui était posée par Daniel, qui me semble assez complémentaire et qui me semble entretenir un lien très fort avec la première, dans la mesure où l'Union européenne offre le spectacle, j'allais dire vivant, mais je ne sais pas si c'est très vivant, en tout cas, de la façon dont l'espace propre de la social-démocratie a fondu en quelques décennies. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'espace pour entretenir cette illusion de la construction d'un rapport de force qui permettrait d'arracher progressivement un certain nombre de concessions sociales et économiques, pour une raison bien simple, alors que nous traitons, encore une fois, dans 2 ou 3 chapitres, mais qui est ce que l'on appelle la restriction a priori du champ de ce qui peut être délibéré, la délimitation a priori du champ du délibérable. Donc, le fait qu'un certain nombre de questions, notamment les questions de politique économique, d'orientation fondamentale de la politique économique, sont soustraites à toute délibération politique de la part des citoyens. Et ça, c'est effectivement l'un des aspects, si ce n'est, à mes yeux, l'aspect le plus important, c'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui nous permet de parler justement de la dimension autoritaire qui est inhérente au néolibéralisme, quelle que soit sa tendance, dans la mesure où il y a là, finalement, un socle sur lequel les divergences entre néolibéralisme progressiste et néolibéralisme autoritaire ou néolibéralisme, comment dirais-je, conservateur, se sont construites. En fait, c'est la raison pour laquelle nous disons que tout néolibéralisme, quelle que soit sa tendance, est foncièrement autoritaire. Il y a une dimension autoritaire qui vient de cette décision de restreindre par avance le champ de ce qui peut être délibéré. Bon, et ça, c'est nouveau. La social-démocratie s'est construite justement sur l'idée qu'il y avait une possibilité de discuter, de négocier concernant les choix en matière d'orientation de politique économique. Ça n'est plus possible. Donc la place même de la social-démocratie se trouve remise en cause de façon très directe. Voilà ce qui explique que les 2 aspects ou les 2 questions de Daniel soient, me semble-t-il, assez liés. Pierre, excuse-moi, est-ce que tu peux réagir aussi à Lula? C'était possible avant, maintenant un nouveau Lula, c'est plus possible non plus? Ah, ça, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais il me semble en tout cas que c'est difficile. Il me semble que c'est difficile, surtout après l'expérience
des deux Lula, des deux mandats successifs. Parce que le deuxième Lula, déjà, à cet égard, n'est pas tout à fait exactement identique au premier. Et donc, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de reculs qui vont dans le sens d'une néolibéralisation, y compris des réformes qui ne peuvent s'entendre qu'à partir de l'exigence d'une individualisation de l'aide sociale et qui vont tout à fait dans le sens de la néolibéralisation. Donc déjà, entre le second Lula et le premier Lula, il y a une différence qui me semble très très nette et qui va dans le sens de la logique néolibérale. Et je ne pense pas que s'il y avait un troisième Lula, il remettrait fondamentalement en cause cette évolution en renversant la table et en revenant à une orientation résolument de gauche du type de celle qui était lors de sa fondation, celle du Parti des travailleurs. Oui, je voudrais reprendre un certain nombre de questions, mais d'abord pour répondre à Jean-François sur sa dernière interpellation. Bon, on ne prétend pas dans ce livre prévoir ce qui va se passer au Brésil ni ailleurs. Simplement, on est dans une période quand même de chaos politique, d'incertitude maximum, d'instabilité. Il suffit de voir la politique de Joe Biden aujourd'hui. C'est pas tout à fait ce qu'on pouvait attendre d'un hypercentriste, d'un ultracentriste qui avait combattu Sanders. Je veux dire, bon, sans se faire aucune illusion, mais il y a quand même aujourd'hui des situations quand même extrêmement délicates, en particulier une confrontation mondiale entre les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et la Chine, et la Russie de l'autre côté. Enfin, les commentateurs aujourd'hui n'hésitent pas à parler de menaces de Troisième Guerre mondiale. Donc, je veux dire, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de parler de ce qui va arriver. On se contente, nous, d'essayer d'analyser ce qui s'est passé. C'est ce qui est déjà pas mal. Et ce qui s'est passé, c'est quand même assez complexe. Le propos du GENA, depuis 2018, ça a été dit par Pierre Sauvêtre et par Aude tout à l'heure, a été justement de revenir sur l'histoire que nous avions faite du néolibéralisme, celle que nous avions produite en 2010 avec la nouvelle raison du monde. Alors, ici ou là, enfin, dans vos questions, vous nous demandez, mais alors, et la biopolitique, et l'Union européenne, etc. Enfin, on a, je pense, beaucoup travaillé ces questions-là. On n'a pas voulu répéter nos analyses précédentes. Ça aurait été tout à fait inutile. Ce qui a été dit dans la présentation, c'est que nous voyons des choses nouvelles à dire et à analyser, et en particulier l'idée selon laquelle il y a une histoire du néolibéralisme à faire, il y avait une nouvelle histoire du néolibéralisme à faire sur justement l'axe stratégique, avec cette dimension de violence, de combat, de lutte, de construction de la figure de l'ennemi ou des ennemis, et que c'est comme ça que nous voulons maintenant comprendre le néolibéralisme à la lumière justement de ce qui s'est produit ces dernières années. Bon, je crois que ça a été assez bien dit, c'est-à-dire au fond, dans les travaux précédents, nous avions beaucoup insisté sur la nature antidémocratique du néolibéralisme, mais surtout à partir du cadre juridico-politique qui était posé par le néolibéralisme et qui enserrait, qui encadrait finalement de façon extrêmement étroite les possibilités de l'action collective d'une part, mais aussi les possibilités de contestation, de remise en cause, etc., puisque au fond, il y avait une forme de constitutionnalisation d'une économie de marché qui était posée là et qui contraignait tous les acteurs sociaux, économiques, politiques, etc. Et c'est ça qui nous importait. Mais ce que nous avions laissé un petit peu dans l'ombre, malheureusement, c'est précisément ces dimensions de violence que nous avons en quelque sorte redécouvertes à la lecture d'ouvrages absolument clés qui sont des ouvrages de von Mises, d'Hayek, de Rougier. Enfin, les premiers néolibéraux ne cachent absolument pas que la violence, y compris d'ailleurs la violence fasciste de l'époque, est indispensable, et souvent indispensable, pour remettre de l'ordre dans la société, pour remettre à leur place ceux qui contestent l'économie de marché, ceux qui menacent la civilisation de la propriété, de la liberté individuelle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait dire parce qu'on a eu tendance, c'est vrai sous l'influence peut-être des lectures foucaldiennes auxquelles nous avons participé, à laisser un petit peu de côté ces dimensions-là.
Bon, même chose pour la question de la biopolitique, c'est-à-dire que c'est très à la mode, effectivement, de reparler de biopolitique à partir justement de la question de la pandémie, et puis aussi son versant nécropolitique avec le sacrifice d'une grande partie de la population, comme on le voit au Brésil. Mais nous ne nous interdisons absolument pas de parler de la pandémie, des politiques sanitaires ou des sacrifices de la population. Ce n'était pas, disons, le sujet. Ce qui nous a plus intéressé, c'est finalement la construction de la figure de l'ennemi et son évolution à travers le temps. Je crois que c'était quelque chose d'important. Ajoutons à cela que les figures de l'ennemi peuvent changer. Selon les périodes, ça peut être le mouvement ouvrier, je dirais classique, traditionnel, le communisme, le socialisme, ça peut être aussi les figures de la contre-culture. Le féminisme, par exemple, a été une des cibles des courants les plus droitiers du néolibéralisme aux États-Unis et en Europe. Bon. Alors, voilà ce que je voulais dire. Deuxième chose, Franck Poupeau nous demande finalement ce qu'il en est de la violence d'en bas. Est-ce que nous intégrons justement dans nos considérations une espèce de contre-stratégie, des propositions de contre-stratégie? Nous sommes extrêmement prudents sur ce plan-là. À la fin du cauchemar qui n'en finit pas, nous avions plutôt choisi la voie de la construction d'un bloc démocratique le plus large possible, avec pas seulement des partis, justement, mais des associations, des syndicats, mais également tous ceux qui sont ce qu'on a appelé des acteurs du commun ou des expérimentateurs des communs. C'est un peu la position qu'on suit aujourd'hui en insistant sur sur une réponse stratégique par l'égalité, par la coalescence, au fond, de tous les mouvements qui luttent pour des formes d'égalité. Alors, pourquoi ? Parce que, comme il a été dit, le dédoublement stratégique dont parlait Aude tout à l'heure, en fait, a complètement fracturé la gauche, a complètement étouffé même la gauche, avec, comme on le voit aujourd'hui en France, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais ce qu'on voit en France, c'est que, justement, l'option traditionnaliste, eh bien, elle est d'une certaine façon très attractive pour une partie de la gauche qui se rallie à des formes extrêmement régressives, extrêmement autoritaires de l'État autour du thème de la République, des valeurs républicaines, etc. Et puis d'un autre côté, on voit une autre partie de la gauche qui est extrêmement attirée par des problématiques identitaires. Or, ce que nous montrons, c'est que justement ces problématiques identitaires, elles ont été pas seulement récupérées ou recyclées, elles ont été poussées littéralement par toute une série d'organisations de gauche qui ont transformé ces revendications identitaires en clientèle électorale. Enfin, c'est particulièrement clair à partir aux États-Unis de Clinton. Donc, ce que nous disons autour de ce dédoublement stratégique, c'est aussi une manière de penser la réponse justement aux différentes formes de néolibéralisme, aux différentes variantes du néolibéralisme. C'est-à-dire que la réponse ne peut pas être celle du retour à la nation, à l'État, à l'autorité, ni non plus l'inscription dans une logique identitaire ou identitariste. Donc, je pense que la gauche doit retrouver, de ce point de vue-là, c'est un certain nombre de fondamentaux et éviter justement tout ce qui ressemble à un différentialisme sectaire. Par ailleurs, la violence d'en bas, oui, le piège, c'est sans doute qu'une partie de la gauche radicale, la plus radicale, veuille répondre à la violence d'État par une contre-violence insurrectionnelle. Or, ce que nous disons, enfin en tout cas ce que je pense, c'est que c'est un piège tendu à cette fraction de la radicalité, cette fraction de la gauche radicale, en particulier chez les jeunes,
et comme on le voit depuis un certain nombre d'années dans les affrontements avec la police. Bon, dernier point rapidement, Yvan nous dit que, évidemment, l'institutionnalisation de la classe ouvrière a été une façon de la discipliner. C'est peut-être pour une part vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a, disons, la dynamique révolutionnaire a été comment dire, contrôlée par les grands appareils réformistes. Enfin, on a répété ça quand on était jeune sous différentes formes, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ces formes disciplinaires s'inscrivent dans une rationalité néolibérale. Comme l'a dit Pierre Dardot tout à l'heure, je crois que c'est très juste. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a eu tout un moment une possibilité de négociation, en particulier autour de la redistribution sociale et de la protection et du droit du travail, et qu'aujourd'hui, justement, ce n'est plus possible. Il faut bien savoir que ces négociations-là, ces compromis sociaux, permis par des rapports de force plus équilibrés qu'aujourd'hui, ont été la cible des néolibéraux. C'était ça qu'ils combattaient. Pourquoi ? Parce que pour eux, ces compromis-là, c'était la voie ouverte au socialisme. Et c'est pourquoi ces néolibéraux-là sont absolument intransigeants. Je pense à Hayek et à toute sa tendance. Ils sont absolument intransigeants, beaucoup plus que les ordolibéraux allemands, dans la mesure où ils pensent que le premier pas que l'on fait dans le sens de la satisfaction des demandes sociales mène tout droit au goulag, au totalitarisme, etc. C'est le thème de la route de la servitude de Hayek en 1944. Et sur ce point, je crois qu'ils n'ont jamais abandonné justement cette intransigeance-là. Voilà, pour répondre à quelques-unes des questions. Juste un petit complément concernant cette question de la gouvernementalité, parce qu'il me semble que pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec Jean-François, nous ne renonçons absolument pas au concept. Nous avons construit évidemment toute la nouvelle raison du monde en 2009-2010 sur ce concept que nous avons emprunté à Foucault parce que nous estimions qu'il était extrêmement fécond. Il conserve bien sûr sa fécondité, mais il y a un déplacement d'accent quand on regarde justement la différence entre la nouvelle raison du monde et d'autre part le livre que nous avons fait avec Aude et avec Pierre Sauvêtre. Parce qu'il est question en effet non pas uniquement de la gouvernementalité, mais de la gouvernementalité telle qu'elle est prise à l'intérieur du cadre de ce qu'on appelle la stratégie. Et c'est ce déplacement d'accent de la gouvernementalité à la stratégie qui fait l'originalité, me semble-t-il, du livre qu'on a rédigé à 4. Donc c'est très important à bien comprendre. On ne renonce pas encore une fois à cette notion, mais souvenez-vous souvenez-vous, ou ne vous en souvenez-vous pas, mais quand nous avons rédigé en 2009-2010 le texte de la nouvelle raison du monde, nous avons utilisé ce terme de Foucault en signifiant par là une conduction indirecte des individus. Conduction indirecte qui consistait à créer les conditions pour les amener à faire ce que l'on voulait qu'ils fassent. Donc, conduction indirecte. Si on privilégie uniquement ça, je me souviens très bien, Esteban pourra me confirmer, d'un colloque. Donc, Esteban que j'ai découvert barbu, il y a un colloque en 2016 dans lequel il y a eu une discussion, disons, assez directe, franche et houleuse à certains moments avec quelqu'un qui était brésilien, je crois, et ça portait donc sur cette notion de gouvernementalité qu'il refusait d'emblée. Et c'était intéressant parce qu'il nous reprochait justement de tout réduire à la gouvernementalité. Alors là, ce qui nous importe, c'est la stratégie, mais dans la stratégie, il y a parfaitement place pour la gouvernementalité. La stratégie n'exclut pas le recours à la gouvernementalité. Alors que la priorité accordée à la gouvernementalité nous faisait faire l'impasse sur un certain nombre d'expériences. En premier lieu, bien sûr, celle du Chili, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer le premier chapitre de ce nouvel ouvrage à la contre-révolution néolibérale au Chili, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 1973 et finalement jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelque chose là qui me semble tout à fait fondamental. Le déplacement d'accent pour nous est très important. Et puis dernière chose, concernant la question de Franck Coupeau, je dirais que nous ne sommes pas contre l'usage de la violence. Bon, tout dépend des conditions dans lesquelles cet usage se fait.
Mais retourner la guerre civile contre elle-même ou retourner la stratégie de guerre civile du néolibéralisme contre elle-même en préconisant une contre-guerre civile, ça me paraît alors là assez désorientant et ça me paraît mener tout droit au désastre politique. J'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont tu as parlé du refus de la revendication d'égalité au sein des mouvements et de la contre-culture. Et je comprends vraiment en quoi le terme d'égalité a une immense importance dans le paysage intellectuel français. Mais je m'interroge un petit peu quant à son pendant, qu'on utilise bien plus ailleurs dans le monde, qui est l'équité. Et je m'interroge quant à savoir si vous avez réfléchi à l'utilisation du terme d'égalité plutôt qu'à celui de l'équité, si c'est un choix qui a été fait parce que vous vous adressez d'abord au public français, ou est-ce que c'est un choix qui a été fait pour des raisons plus conceptuelles. Je m'interroge beaucoup parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'ailleurs dans le monde, et en particulier les mouvements Black Lives Matter, autant le mouvement des droits civils aux États-Unis demandait l'égalité, autant Black Lives Matter ne demande pas l'égalité. L'égalité, pour eux, c'est un écran de fumée. Donc, ce que demande Black Lives Matter, c'est l'équité. C'est l'égalité dans les faits, en fait. Et donc, je m'interroge un petit peu sur l'emploi de ces deux concepts-là et la réflexion qu'il y a eu quant au choix des mots. Voilà. Alors, pour revenir à la discussion, je trouvais très intéressant. Je crois que c'est peut-être la première fois que cette question de la social-démocratie a été posée d'une manière assez claire. La question de la violence, de la non-violence, de la gauche identitaire, et ceci, cela. C'est très bien. Je crois, complètement d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut peut-être mener une discussion importante. D'abord, pour une raison, on a pensé trop longtemps, peut-être, que la classe ouvrière allait faire la rédemption de la planète. Et nous voyons que la classe ouvrière reste assez je dirais pas commode, à sa place, mais elle ne bouge pas trop politiquement. Peut-être ça va venir dans une crise majeure, je ne sais pas. Mais le fait, c'est que pendant toute la crise qu'on a eue, soit au Brésil, soit au Chili, soit aux États-Unis, soit en France, et même en Espagne, par exemple, on accompagne plus ces mouvements dans ces pays. Elle n'a pas bougé vraiment. Elle n'a pas bougé. Alors, c'est vrai, nous sommes dans une situation au Brésil assez contradictoire par rapport au PT, c'est-à-dire il va faire une nouvelle expérience, c'est possible, on ne sait pas, mais je dirais même qu'il a déjà mis en place tout un projet néolibéral, ok? Son stratégie, son programme, c'est tout à fait néolibéral. Bien sûr, ils vont être obligés de faire des concessions, disons, pour la population. Il faut intégrer des revendications et des questions importantes dans ces programmes, mais ça ne va pas trop changer, sauf peut-être au niveau de la radicalisation de l'essence du néolibéralisme. OK? Bon, alors, on a parlé de la classe ouvrière, mais on a un autre problème auquel il faut réfléchir, parce qu'on voit partout les gauches, je vais dire comme ça, les gauches identitaires mener un combat qui ce n'est pas vraiment émancipatoire. C'est plutôt un combat, en général, ce qu'on voit ici, le féminisme. Il y a même un féminisme ultra-radical dans l'essence d'une espèce de secte lesbienne, disons, qui refuse complètement la présence masculine dans leur rang. Et il y a une supervalorisation de cette gauche identitaire qui mène finalement une stratégie
de rester dans le système, d'aller à la classe moyenne, ce sont ses ambitions, aller à la classe moyenne et pas vraiment un questionnement profond du régime, du système dans lequel on vit. Alors, s'il faut sortir de ce carcan, il faut aller dans une critique en même temps qu'il faut tenir compte de cela, et il faut trouver la tactique, disons, qui puisse, disons, faire les points, construire les ponts, mieux dit, entre les revendications de ces catégories sociales et politiques avec un projet émancipatoire. Et je ne sais pas si vous avez fait ça dans les livres. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, il faut mettre ça dans le centre parce que, disons, on tourne en rond sous les poteaux tout le temps et l'illusion d'une sortie par la reconstruction de l'économie nationale, de l'État national, c'est partout la même chose, ok? Et on ne s'en sort pas. Voilà, j'ai une réflexion que je viens de faire pendant la fin de l'année jusqu'ici, à mon avis, surprenante pour moi-même par rapport au rôle de la classe ouvrière dans ces processus depuis le 19e siècle. Mais je n'ai pas le temps et je ne vais pas trop m'allonger parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Hein. Mais je pense qu'il faut inscrire ça dans les programmes de discussion du GENA. Bah, à propos de ce que Marion a parlé autour de l'équité, c'est justement là le problème. L'équité, c'est un mot qui a été construit par le néolibéralisme. C'est le mot qui vient remplacer justement la question de l'égalité. Au Chili, tous les problèmes qui a posé la nouvelle constitution, c'était justement la question de l'égalité. C'est-à-dire que la constitution de 1980 a posé l'État subsidiaire et donc la focalisation de la dépense comme moyen de justement faire de l'égalité sous la forme de l'équité. Disons, c'est-à-dire l'équité, ce n'est pas une égalité réelle. L'équité, c'est tant que ça a à voir avec l'égalité des opportunités. C'est-à-dire s'il y a des égalités, l'équité, c'est donner d'argent à ceux qui ont des moins pour qu'ils soient à la même hauteur et donc enfin il y aura une égalité d'opportunité, pas une égalité dans la dignité. Disons, au fond, c'est ça qui a construit la Constitution de 80. Et l'autre chose qui a construit la Constitution de 80, c'est que les premiers articles de la Constitution, c'est donné à la définition d'une égalité des droits et des lois, c'est-à-dire pas l'égalité des dignités, mais l'égalité envers la loi, et la liberté, pas la liberté, disons, c'est une liberté réduite à la liberté des choix, c'est-à-dire rien à voir que les idéaux de la Révolution française. Dans ces contextes, le premier article dit que le noyau fondamental de la société, c'est de la famille. Bon, bref, ça, c'est chilien-chilien. Ça veut dire, c'est chileno-chilien, c'est-à-dire que la famille, avec une L majuscule, c'est le noyau de la société. Ça produit une sorte de familialisme que dans une soutenante de thèse, j'appelais d'un élève, j'appelais les familialismes militaires qui étaient construits dans la dictature. Les femmes au foyer doivent garantir la société, c'est-à-dire les liens sociaux, là où les hommes vont à la guerre. Donc, c'est pour ça que la dépression des femmes au foyer au Chili, c'est atroce. Et donc, ça s'explique pourquoi au Chili, ça construit. Mais
Mais la question qui tourne autour de la liberté, c'était autour d'une réduction totale de la politique à la technique. C'est-à-dire que de plus en plus, le néolibéralisme, c'était la solution de l'effacement de la politique par les avis d'experts venant de l'économie et des sciences juridiques. Cette dissolution de la politique a mené qu'au Chili, au moins, tout ce qui est politique, ça a odeur à guerre. Et donc, tout le monde fuit de la politique parce que ça, c'est la guerre. Et c'est la guerre frontale, c'est la guerre de réveil d'octobre, ça, c'est les politiques. Et donc, qu'est-ce qui se met petit à petit en place? Et à mon avis, c'est une question qui déborde le Chili, que c'est un gros problème, c'est que ce qui donne comme politique, le renouvellement politique, ou la rentrée de la politique à la société, ça s'est fait au moins au Chili, et à l'Amérique latine, ça c'est sûr, mais aussi, je pense à Macron, je pense aussi à Johnson, et je pense aussi à plusieurs autres présidents actuels, et c'est le populisme. Ce qui donne le néolibéralisme, c'est une politique populiste. Et je crois que s'il y a quelque chose à penser maintenant, au moins avec l'urgence de l'actualité, c'est justement les conditions du populisme actuel. Ça me fait penser évidemment au texte de Laclos qui était, disons, quelques années auparavant très cité et qui a disparu parce que le populisme, c'est un des ennemis du néolibéralisme, ça c'est sûr, disons, c'est que le néolibéralisme ne peut pas contrôler, mais aussi le populisme, c'est aussi l'ennemi de tout projet de commun et de tout projet politique qui soit sustentable. Et donc, à mon avis, l'expression de la guerre civile actuelle, ce sont les populismes. Et les populismes, c'est qui mènent une politique de guerre. Ici au Chili, Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis, Macron aussi en France, etc., etc. Donc, ma question va dans ce qui suit, pas plus l'histoire, mais notre histoire du présent, c'est quelle place donc pour les populismes et donc quelle manière de mener la politique pour qu'il ne raille pas dans les fers de verre, les fers des trains populistes. Bon, voilà, c'est ça ma question. Ce que tu viens de dire, Esteban, mériterait deux précisions. Comment on définit le populisme? Et si on définit le populisme, par exemple, si dedans on y met Marine Le Pen, et quand on regarde son programme économique, si tant est qu'elle en ait un précis, où on pourrait prendre d'autres exemples, s'inscrit dans la droite ligne du néolibéralisme. Et donc, je nuancerai ton propos, voilà, c'est tout. J'arrête. Moi, je veux bien réagir rapidement sur la question de Marion, sur la question de l'égalité. Et je remercie Esteban d'avoir déjà, je crois, en partie répondu, parce qu'effectivement, il y a cette dimension de récupération du signifiant équité pour finalement se débarrasser complètement de la question économique de l'égalité de la redistribution. Mais il y avait peut-être une autre raison, c'est ça que j'avais envie peut-être de préciser, c'est qu'au fond, je crois qu'en travaillant sur les textes des théoriciens néolibéraux, des premiers textes, ce qui nous a frappé, ce qui nous a apparu comme un fil directeur extrêmement important, un des fils directeurs, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est ce qu'on pourrait presque appeler, en plagiant un peu Rancière, une forme de présupposition d'inégalité. C'est-à-dire l'affirmation de l'inégalité. Je pense à deux citations. Il y a dans le colloque Lippmann, Alexander von Rustov parle de l'idéal faux et erroné de l'égalité. La même année, en 1938, dans son livre Le socialisme, Mises dit qu'au fond, rien n'est aussi mal fondé
que la prétendue égalité de tous les membres de la race humaine, les hommes sont fondamentalement inégaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans... Et peut-être, enfin, c'est en tout cas la réponse que j'ai envie de faire, mais peut-être que Pierre et Christian auront d'autres éléments de réponse. Mais en tous les cas, je crois que c'est pour cette raison que le signifiant d'égalité nous est apparu comme extrêmement important, justement pour répondre à cette dimension à la fois non seulement antidémocratique, mais anti-égalitariste du néolibéralisme. Donc cette réaffirmation de l'égalité, mais tu as raison, pas du tout entendu comme un principe abstrait, comme un nuage de fumée, comme tu dis, c'est entendu comme un principe se devant d'être pensé de manière extrêmement concrète et qui, en fait, se joue aujourd'hui dans un certain nombre de luttes, je crois, qui est un des éléments de revendication qu'on peut repérer dans pas mal de luttes contemporaines et d'expérimentation sociale. Oui, juste. Oui, Esteban, avant que tu t'en ailles. mais je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la distinction entre l'égalité et l'équité, mais il faudrait peut-être demander à Marion une explication. Est-ce que c'est le terme de fairness qui est utilisé aux États-Unis? Ce terme-là a été utilisé bien avant, dans des contextes très, très différents. Nul doute qu'il a une signification qui est éminemment progressiste dans le cadre des mouvements qui ont lieu actuellement, mais c'est plutôt l'équité au sens de la justice. Or, ce n'était pas exactement ça qui était revendiqué ou mis en avant ou mis, disons, au centre des politiques néolibérales. Il faut se souvenir, à l'époque de Clinton, à l'époque de Blair, la notion d'équité était une machine de guerre utilisée contre l'égalité réelle. La notion d'équité, en effet, Esteban, tu as tout à fait raison, était utilisée comme signifiant l'égalité des chances ou l'égalité des opportunités, comme tu l'as dit. Mais l'égalité des opportunités, ça n'avait rien à voir avec l'égalité réelle. Ce qui veut dire qu'on a un champ sémantique qui est organisé autour, si on dit ça très rapidement pour simplifier, pour être schématique, de trois grandes significations. On a la première signification qui est l'égalité devant la loi. Et l'égalité devant la loi, ce n'est pas du tout une notion que les néolibéraux sont amenés à récuser ou à répudier. Au contraire, ils l'utilisent beaucoup. Hayek l'utilise beaucoup, précisément parce que c'est devant la loi. Devant la loi. C'est l'égalité formelle de tous les citoyens devant la loi étant comprise au sens d'une règle universelle valant pour tout le monde de la même manière, etc. Les fameuses règles universelles de conduite de Hayek. Et puis, il y a une autre notion qui est justement celle que tu venais d'indiquer, c'est-à-dire la notion d'équité comprise en un sens assez néolibéral, même lorsque ce n'est pas nécessairement quelque chose de néolibéral du point de vue de l'inspiration. Par exemple, un penseur aussi important sous Clinton que John Rawls était un des penseurs qui utilisait la notion de fairness, c'est-à-dire d'équité, mais dans le sens précisément d'une égalité des chances. Et c'était réapproprié par les néolibéraux, par Clinton, par d'autres, etc., dans ce sens-là, contre l'égalité réelle, parce qu'il ne faut surtout pas demander l'égalité réelle, c'est-à-dire l'égalité non seulement des conditions, mais l'égalité y compris de participation. Et il y a une troisième signification, et c'est celle sur laquelle nous insistons, c'est qu'il ne s'agit pas de revendiquer l'égalité des chances ni l'égalité devant la loi. Il s'agit d'aller bien au-delà. Il s'agit de revendiquer et d'exiger l'égalité de participation. L'égalité de participation, par exemple, l'égalité de participation dans l'exercice des droits politiques. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir les mêmes droits, c'est le fait de pouvoir participer de manière égale à la discussion politique, à la délibération politique et à la décision collective. C'est donc tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'équité au sens néolibéral. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une guerre sémantique sur la question de ce mot-là, de l'équité. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on l'utilise, mais à ce moment-là, peut-être qu'en français, il faudrait plutôt indiquer qu'il s'agit de la justice et non pas de l'équité, tant le mot a été complètement galvaudé ici. Il faut quand même rappeler, je ne dis pas ça pour Marion uniquement, mais que quelqu'un comme Balladur utilisait précisément la notion d'équité contre la notion d'égalité. Donc, il faut faire très attention. Il y a un terrain qui est un peu miné, et donc il faut restituer peut-être justement à cette revendication-là, dans le contexte des mouvements américains, une signification qui est peut-être plus proche, en tout cas ça me semble être une revendication d'égalité, une revendication de justice, mais pas simplement une revendication d'égalité des chances. En tout cas, dans le mouvement tel que je l'ai compris, c'est pas simplement on ne demande pas l'égalité des chances, ça va bien au-delà de l'égalité des chances. Oui, je pense. Non, je voulais répondre à Georges
un certain nombre de remarques très, très justes qu'il fait sur la classe ouvrière, effectivement, qui n'a plus cette centralité qu'elle avait, et donc qui fait que toute une série de schémas historiques que nous avions, toute une série de dispositifs stratégiques, de discours, etc., se sont effondrés. Bon, je crois qu'il fait nul doute, il n'y a pas de doute que nous sommes devant la tâche d'une reconstruction, une reconstruction de la gauche, une gauche qui se défait. Enfin, en tout cas, le spectacle que nous avons sous les yeux, le paysage politique que nous avons sous les yeux en France, c'est un paysage délabrement complet, de décomposition très avancée et qui s'accentue de semaine en semaine. Donc, la grande question qui va se poser, c'est l'articulation. Comment on articule des revendications, des luttes, des expérimentations, des mouvements et des points de vue différents. Je crois que c'est quelque chose qui nous concerne, nous, au GENA. On a travaillé sur cette question autour de la thématique du commun. Et je crois qu'il faut continuer dans cette voie-là. Comment, finalement, on peut faire du commun, le terme lui-même court partout, mais il s'agit vraiment de savoir quel est le type de stratégie qu'il faut développer pour reconstruire la gauche. Bon, notre idée, enfin, celle qu'on a avancée, qui sera le thème d'un colloque en 2022, en juin, à Cerisy, ça sera bien de savoir effectivement quelle figure nouvelle pour apprendre la gauche, et une gauche qui ne sera pas seulement nationale, bien sûr, qui sera une gauche cosmopolitique ou une gauche globale. Ce sont les termes aussi qui sont un peu aujourd'hui en circulation. Comment assurer ce que nous appelons la transnationalisation des luttes? Comment assurer la transversalisation des combats féministes, antiracistes, ouvriers, sociaux, etc. Bon, ça, c'est vraiment une question qui est pour nous clé. Alors, à la fin du livre, mais ce n'est pas le thème du livre. Je crois que quand même, il ne faut pas se tromper non plus de sujet. Ce n'est pas le thème du livre. Ça sera le thème du colloque, mais pas celui du livre. Mais à la fin, on est bien obligé, effectivement, d'en dire quelques mots. La thématique de l'égalité nous semble être la plus féconde, justement, pour assurer cette articulation des luttes. Hein. Et je voulais juste dire à Marion qu'en effet, il faut faire très attention, justement, aux termes qu'on utilise et aux usages des termes. Je crois qu'il y a eu une tendance, et on le voit à l'œuvre dans le macronisme aujourd'hui, à s'opposer systématiquement à l'égalité en disant que précisément l'égalité, une politique d'égalité serait inéquitable. Pourquoi? Parce que finalement, il y a des inégalités qui sont justement parfaitement justifiées parce que les uns et les autres n'ont pas les mêmes compétences, ne font pas les mêmes efforts, etc. Et quand effectivement Pierre dit que c'est une machine de guerre, conceptuelle et politique contre l'égalité, je crois qu'il faut garder ça en tête. Et le danger, effectivement, c'est d'intérioriser des problématiques de ce genre à gauche qui ne pourraient qu'accentuer encore plus, à mon avis, sa décomposition idéologique. Bon, alors, Esteban s'en va, mais je voulais lui dire juste avant qu'il parte, non pas pour le retenir, mais simplement que concernant la question du populisme, je crois qu'il faut faire attention à distinguer entre le populisme comme stratégie telle qu'elle a été élaborée par Laclau, et puis d'autre part le populisme des Bolsonaro et d'autres qui relèvent d'une opération politique qui me semble être sans rapport très direct avec le populisme comme stratégie. Voilà, c'est pas le populisme d'un certain nombre de dirigeants néolibéraux aujourd'hui n'est pas la mise en application du populisme de Laclau. Ça, c'est mon avis. Sauf que la politique que le néolibéralisme barre rentre par là. C'est-à-dire, Bolsonaro peut être populiste parce qu'il y a des technocrates qui décident l'économie. Et donc, il peut être, c'est le même pour Trump. C'est parce que l'économie, c'est l'affaire des techniciens
C'est une affaire où les gens du commun n'ont rien à dire, que alors les champs de la politique, ça devient les champs du populisme. Et donc, et ça, des droites et des gauches. Hein. Tous les problèmes, par exemple, aux élections d'Équateur et les élections au Pérou, la catastrophe qu'il y a eu les dimanches derniers, ça relève du populisme, des droites et des gauches. Et donc, une des choses qui c'est bien, c'est la montée du populisme partout dans le monde, à mon avis. Donc, c'est l'expertocratie qui rend possible, qui crée le terrain favorable au développement du populisme politique. Exactement. C'est ça mon... Pour ajouter deux petits mots, même s'il vient de partir, c'est un peu ce qu'on dit dans le livre, c'est-à-dire, dans le livre, on défend l'idée que le néolibéralisme de gauche, qui a adopté le cadre de la globalisation avec une vision très, très technocratique de l'économie, et en abandonnant les classes populaires, a ouvert le champ à un néolibéralisme réactionnaire de droite, qui est ce qu'on appelle généralement populisme, c'est-à-dire toutes les figures de Johnson, de Trump, de Bolsonaro, que nous, on appelle néolibéral et pas populiste. Et c'est une question qui est assez importante dans le livre, c'est le rapport du néolibéralisme avec le peuple, puisque on commence par insister beaucoup sur la démophobie du néolibéralisme, son attaque de la démocratie, le fait que le néolibéralisme des origines dans les années 30 était la construction d'un cadre véritablement contre la politique populaire et contre le pouvoir démocratique des masses. Mais ce qu'on a essayé ensuite de travailler dans le livre, c'est au fond comment, en dépit de cette démophobie, le néolibéralisme a réussi à remporter des gouvernements, à s'imposer et à durer, parce que il est possible qu'il ne l'aurait pas pu et qu'il ne le pourrait pas avec une tentative purement de démophobie et de rejet en totalité du peuple. Et donc, la stratégie populiste, elle a permis justement au néolibéralisme, tout en tenant en fait un discours antidémocratique, de rallier à elle un certain nombre de parties du peuple pour pouvoir remporter les élections. Et ce populisme-là, il se gagne très précisément par la guerre civile, c'est-à-dire par ces multiples guerres, puisque le livre est un ensemble de chapitres dans lequel on analyse finalement différents fronts, puisque le néolibéralisme lance des guerres sur tous les fronts, sur le front de l'État, du droit, de l'économie, de la culture, et c'est à travers ces guerres finalement qu'il parvient à rallier un certain nombre de parties du peuple, des guerres contre les migrants, contre les musulmans, contre les intellectuels qui, à certains moments donnés, flattent un certain nombre d'affects populaires et permettent de ramener derrière lui des parties du peuple qui finalement sont complètement étrangères aux intérêts économiques que par ailleurs porte le néolibéralisme. Et puis très, très vite, et après j'arrête aussi sur quelque chose qu'a dit Georges, avec lequel je n'étais pas d'accord, parce qu'il y a un peu une ambiguïté en fait sur qu'est-ce que c'est que la gauche identitaire. Parce que finalement, ça peut vouloir dire deux choses. Mais la gauche identitaire, c'est d'abord une gauche. Bon, je prendrai les cas de la France, c'est plus simple pour moi. C'est d'abord une gauche comme par exemple incarnée par Manuel Valls,
qui a repris complètement la logique de guerre civile du néolibéralisme et donc qui mène justement une guerre à certaines parties de la population, les précaires, la population musulmane, avec un usage très agressif de la laïcité, au nom d'une république très, très, très nationaliste, donc au nom d'une identité nationaliste. Et c'est en cela que cette gauche est identitaire, mais précisément ce qu'on dit dans le livre, c'est que la force du néolibéralisme autour de ce débat qui devient vraiment crispant et en même temps assez important dans la société française, c'est que le néolibéralisme, comme disait Pierre Dardot, en rejetant les questions socio-économiques en dehors du champ du délibérable, a culturalisé tout un certain nombre, je ne sais pas comment dire, identitarisé tout un certain nombre de revendications féministes, écologiques, antiracistes, qui a priori, mais initialement, ne sont pas des revendications identitaires ou ne se résument pas à des revendications identitaires. Ces revendications-là, telles qu'elles étaient portées au départ par les mouvements des années 60-70, si vous regardez Martin Luther King ou des choses comme ça, c'était des revendications qui étaient profondément socio-économiques, en même temps qu'elles portaient les revendications d'un groupe stigmatisé, comme par exemple les Noirs américains. Mais le néolibéralisme a culturalisé ça, et donc, de cette façon-là, comme les questions économiques sont hors jeu, il est facile pour lui, en fait, d'identitariser l'ensemble de ces revendications, d'attaquer l'UNEF, par exemple. Et certains tombent dans le piège, effectivement. Et il y a peut-être effectivement des groupes sectaires parmi les revendications féministes ou antiracistes, mais c'est surtout le néolibéralisme qui les a rendus sectaires. Et elles ne le sont pas nécessairement. Enfin, il y a plein de parties des mouvements antiracistes ou féministes qui ne tombent pas dans le jeu identitaire, mais les néolibéraux ont la parole, ils ont des médias puissants autour d'eux, et on en vient à des aberrations où Marine Le Pen peut dire à la télévision française que l'UNEF est raciste. On en est là. Et ça, c'est très, très inquiétant. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport à notre cadre un peu du GENA sur néolibéralisme et alternative. Ce qui est quand même intéressant, c'est aussi de voir un peu la cartographie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le livre, c'est pour après, pour nos prochaines discussions, nos prochains travaux. Parce que Georges citait aussi différents pays. Le Brésil est en plein, évidemment, dans la guerre civile fascisante du néolibéralisme avec Bolsonaro. Il y a le cas des États-Unis avec Biden où finalement il y avait aussi une question, je crois, de Daniel, pas Daniel Rome, mais l'autre, de Daniel Hirata, je crois, dans la discussion sur Biden, où on ne sait pas si finalement on est dans justement l'alternance du néolibéralisme qui se poursuit à travers un dédoublement stratégique ou bien autre chose, c'est-à-dire qu'en fait la puissance aussi de la gauche socialiste américaine portée par Sanders peut-être ouvre des choses pour Biden. Enfin, c'est peut-être assez difficile de répondre. Et puis, il y a le cas de la France où on est toujours un peu en retard et on est peut-être sur une pente hyper savonneuse, hyper dangereuse, où on va connaître chez nous ce qui s'est passé justement en 2016, en 2018 avec Trump, avec Bolsonaro. Et puis, il y a aussi peut-être le cas du Chili, où, mais ça, j'aimerais vous entendre aussi, vous, les autres, c'est est-ce que justement cette stratégie de l'égalité dont on parle, eh bien, le mouvement social chilien n'a pas déjà commencé à la porter?
Donc, il y a aussi au niveau pour ne pas complètement désespérer, il y a aussi différentes, je veux dire, niveaux, moments et degrés dans les résistances qui aujourd'hui sont menées contre le néolibéralisme. Et en fait, je voulais simplement revenir sur la notion d'équité. J'entends ce que vous dites sur la notion de machine de guerre et je pense que c'est effectivement quelque chose auquel il faut faire très attention parce que ça a été utilisé de fait par des personnes qui voulaient, par la notion d'équité, vider la notion d'égalité et la liquider. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres usages de la notion d'équité, des usages qui sont beaucoup moins académiques, des usages qui sont beaucoup moins autorisés et qui ont cours notamment dans les milieux militants et dans les milieux d'auto-organisation. Et je pense que là, en fait, je fais référence au petit dessin que je vous ai envoyé. C'est un dessin qui montre en fait que l'égalité, c'est donner à tout le monde la même... En fait, qui en fait associe la notion d'égalité à l'égalité des chances et la notion d'équité à celle de répartition. Et donc, il y a un usage complètement différent de la notion d'équité qui est notamment, je pense, je ne peux pas me permettre de dire qu'elle est prédominante parce que je n'ai pas fait l'étude quantitative sociolinguistique, mais je pense dans certains milieux militants et en particulier en dehors de la France, dans les milieux francophones, en dehors de la France, puis dans les milieux anglophones, je pense que cet usage-là de la notion d'équité qui permet de réintroduire la notion de répartition n'est pas nul non plus. Donc, j'en joindrais quand même à faire attention, parce que je pense qu'effectivement, la notion d'équité, je veux dire, moi, l'idée d'employer le même mot, baladure, je vous avoue, ça me rend malade. Mais... je pense que, voilà, c'est par exemple, quand je suis arrivée au Québec, j'ai arrêté de tressaillir à chaque fois qu'on me parlait de gouvernance parce que j'avais été élevée dans un milieu universitaire français pour qui la gouvernance, c'était le diable, le Galès Power. Là. Mais après ça, je me suis vraiment rendu compte que les gens ici l'utilisent comme un mot de tous les jours pour désigner, en gros, toute forme de gestion en fait, en interne. Et effectivement, ça doit être problématisé dans un cadre universitaire, mais je pense qu'il y a quand même différents usages des mots, et je pense qu'il ne faut pas complètement se couper de cet usage-là de la notion d'équité, parce que je pense qu'au contraire, dans certains milieux, il a la fonction que vous aimeriez redonner à la notion d'égalité, enfin, que vous aimeriez donner à la notion d'égalité. Donc voilà. D'accord. C'est un intraduisible, comme dirait Barbara Cass. Mais Marion, c'est fairness, c'est pas justice. C'est fairness. Il faudrait que je re-regarde exactement parce que j'ai pas en tête exactement. Moi, il y a beaucoup de mèmes qui passent sur mon fil Facebook et notamment ce genre de petits dessins qui, je pense, contribuent beaucoup à une éducation populaire. Voilà, mais qui ne se rend pas à lire les livres au complet. Et donc, voilà. Oui, il y avait une question une remarque plus exactement de Daniel Andrade sur le chat, sur la question de Biden, qui est vraiment une question intéressante, vous pouvez vous y reporter. Effectivement, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une réaction assez étonnante de la part de la nouvelle administration américaine, en tout cas qui va plus loin, comme je disais tout à l'heure, que ce qui était attendu d'un ultra-centriste comme Biden. Et moi, je me demande dans quelle mesure, effectivement, le choc du 6 janvier 2021 n'a pas amené à justement déployer des moyens qui n'étaient pas tout à fait attendus, en particulier des aides personnelles d'un montant quand même assez important, un financement d'une transition, d'une reconstruction des infrastructures et de la transition écologique qui sont quand même des montants assez importants. Et donc la question, c'est de savoir jusqu'où ça peut aller dans une nouvelle forme de néolibéralisme, enfin d'une certaine façon moins radical en tout cas. Je pense
que le soutien de l'administration Biden à la syndicalisation des entrepôts d'Amazon est quelque chose quand même qui n'était pas inscrit dans les codes du Parti démocrate, enfin en tout cas de son centre, etc. Donc il y a quand même des choses à observer, et évidemment tout ça est quand même déterminé par un contexte mondial que nous n'avons pas abordé dans le livre, mais qu'il va nous falloir aborder, approcher de façon plus rigoureuse lorsqu'on va essayer de penser justement une politique du monde, une politique cosmopolitique, justement, c'est les confrontations entre les grands blocs. Et on peut se demander si ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, en interne, ce n'est pas lié à des considérations stratégiques et une problématique d'affrontement avec la Chine, avec l'alliance Chine-Russie. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à analyser. Quel rapport peut-on faire entre cette guerre civile, ce choix de la guerre civile, et ces perspectives de guerre mondiale qu'il faut avoir en tête? Je voudrais seulement dire que dans les propres conceptions des politiques, ils sont préoccupés pour créer une expérience politique. C'est quelque chose comme une experience politics pour faire les gens penser collectivement et pour demander collectivement des droits égalitaires. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. C'est seulement ça. Voilà. Je ne sais pas en quoi nous sommes en désaccord, Pierre Sauvêtre, parce que je pense que peut-être tu n'as pas compris mes propos. Je ne suis pas contre, disons, les revendications égalitaires. Je signale tout simplement leurs limites. Du même que ceux de la classe ouvrière. Je pense qu'on ne peut pas être contre ces mouvements de certaines couches sociales qui cherchent des revendications et réaliser ses désirs, ses besoins au centre même du système capitaliste. On ne peut pas être contre. On peut tenir en compte, par contre, le fait C'est un grand moment expérimental. De ces systèmes, ils passent eux-mêmes. Ils aient à l'intérieur du système eux-mêmes leurs revendications. Alors, je vais tout simplement dire, pour finir mes propos, la chose suivante. Soit par rapport à la classe ouvrière, soit par rapport à des groupements sociaux qui luttent contre le racisme, par exemple, ou les féministes, par exemple. On est, comment dirais-je, dans la contradiction. Il ne faut pas les exclure, à mon avis, les traiter comme des ennemis, mais il faut tenir compte de leurs limites. Mais en même temps, ma question, c'est quel sera le sujet qui peut porter et en même temps unifier ces luttes, mais qui peut porter ces luttes à la véritable émancipation du commun. OK? C'est ça la question qui, à mon avis, peut-être il faut commencer à penser. Parce que mais je vois très clairement ça, soit au Brésil, soit ailleurs, le limite du mouvement égalitaire, du mouvement identitaire, mieux dit, et le limite du comportement de la classe ouvrière. Tout simplement, pour prendre la situation au Brésil, il y a 10 ans de crise énorme, profonde,
Mais la classe ouvrière, elle ne bouge pas. Mais on ne peut pas les traiter comme, par exemple, par rapport au PT, on ne peut pas les traiter comme des ennemis. C'est ça ma question. Moi, j'ai des hypothèses, je ne peux pas tout répondre maintenant, mais je m'arrête par là, comme ça je peux laisser la parole aux autres. Bon, j'ai l'impression que cette caractéristique stratégique du néolibéralisme de laquelle vous parlez, ça me semble un peu que les concepts de dispositifs chez Foucault, peut-être que qu'il a des rapports, parce que c'est justement cette idée d'une variété de mécanismes qui peut être utilisés pour effectuer des objectifs. Bon, donc c'est peut-être qu'il a des relations. Et bon, là, je voudrais poser une question. Je voudrais savoir comment vous analysez la situation de la Chine, en particulier, en tenant en compte ces deux types idéaux, pour ainsi dire, de néolibéralisme. Et comment vous analysez, parce que moi, je pense qu'il y a des différences entre les pays, il y a des médiations, des résistances, d'adaptation, et j'ai un peu de doutes, particulièrement quand on pense dans la situation de la Chine. Et pour parler du Brésil rapidement, j'ai l'impression qu'on a à ce moment que la gauche est dans une position défensive, avec un discours légaliste pour maintenir la Constitution, pour maintenir les politiques, pour maintenir. Donc, on est dans une position vraiment difficile pour conserver les choses. Et c'est un discours un peu réactif peut-être. Et en termes de projets, comme Georges a indiqué, ce qu'on voit jusqu'à ce moment, c'est une récupération du développementisme ou du néo-développementisme. Et bon, et en revanche, le bolsonarisme, la forme du populisme de Bolsonaro a une certaine dose d'apparence de révolution. Donc, il fait une certaine révolution, entre guillemets, et la gauche est comme ça, avec difficulté même de comprendre ce qui se passe et de réagir dans un autre, en créant un autre champ pour faire la dispute. La présence de Lula des derniers mois a un peu changé cette situation, mais on a déjà perdu un peu les moments. C'est l'impression qui me reste. Bon, voilà. Moi, je veux bien réagir rapidement sur ce qu'a dit Georges. Parce qu'en fait, ça m'interpelle sur cette position de la classe ouvrière aujourd'hui. Je me dis, bon, de fait, il est clair que le fait que la classe ouvrière ne soit plus le grand sujet de l'émancipation, c'est pas nouveau, ça précède les néolibéralismes de gouvernement, c'est quelque chose qui est déjà acté depuis bien plus longtemps. En revanche, ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, justement à la fois dans le chapitre sur le travail, mais aussi dans le chapitre sur la division du peuple et la guerre des valeurs, c'est la façon dont, eh bien précisément, c'est-à-dire que le champ du travail a été lui-même
très largement néolibéralisé depuis en particulier les années 90, ce qui fait que l'expérience du travail est aujourd'hui un espace largement miné en termes de construction de lutte, puisqu'il y a cette mise en concurrence des individus, cette instauration d'une sorte de guerre de tous contre tous par le néo-management. Oui, donc voilà, cette néolibéralisation du travail qui évidemment, en instaurant une concurrence, rend très compliqué cet espace pour la construction de lutte. Mais il y a aussi par ailleurs ce dont je parlais au tout début, et que Christian a repris tout à l'heure, ce dédoublement stratégique qui, en fait, à travers cette guerre des valeurs, a véritablement permis de diviser très durablement, très profondément le peuple, et ce notamment dans sa dimension, dans la stratégie populiste. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre on s'explique sur les difficultés qu'il y a à utiliser, à manier la catégorie de populisme, puisqu'au fond cette catégorie telle qu'elle a notamment été élaborée par Moufle et Laclau, c'est au contraire cette idée d'une construction, d'une reconfiguration du peuple par une figure charismatique, alors que, et c'est pourquoi on a préféré parler de style populiste, ou comme d'ailleurs de style fasciste, plutôt que de populisme, de fascisme à proprement parler. Il y a dans la stratégie populiste, ou dans le style populiste du néolibéralisme, au contraire une stratégie visant à diviser et à retourner le peuple contre lui-même, à construire justement cette communauté complètement idéalisée, imaginaire, fantasmée d'un peuple pur, alors évidemment blanc, hétérosexuel, travailleur, etc., pour le retourner contre les ennemis imaginaires qui peuvent être aussi bien des immigrés que les femmes, les féministes, les homosexuels, enfin la liste est indéfinie. Mais voilà, c'est à ça que j'avais envie de répondre à ton interpellation sur la classe ouvrière. Parce que si j'ai bien compris, tu dis bon, on ne peut pas faire sans eux, et je crois que en tous les cas, ce serait très mal comprendre le sens de cet ouvrage qui n'est en aucun cas de dire qu'il faudrait faire aujourd'hui sans la classe ouvrière ou sans les travailleurs, parce qu'au contraire, il s'agit de résister à ces stratégies de division, de dédoublement et au ressentiment né justement de la stratégie entre guillemets progressiste ou dynamique du néolibéralisme qui a finalement consisté tout simplement à abandonner la classe ouvrière, à abandonner la question de la classe ouvrière. Mais simplement, pour plomber un peu le moral de tout le monde, j'évoquerai le sondage que vous avez peut-être vu. Enfin, il y a un sondage qui est paru dimanche sur les intentions de vote. Alors, c'est un sondage, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose de frappant, et il rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'effondrement ou la décomposition de la gauche. C'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental. C'est peut-être la plus grande réussite du néolibéralisme dans ses différentes variantes. Il faut se rappeler déjà que l'année dernière, quand on demandait aux gens de s'auto-classer politiquement, il y avait 13% de gens qui répondaient, qui se classaient à gauche, contre 39% à droite. Le dernier sondage dimanche dernier montrait que lorsqu'on demandait aux ouvriers pour qui allaient-ils voter, moins de 1% pour le Parti communiste, 1% pour la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, 45% pour Marine Le Pen et 20% environ pour Macron. Alors, ça donne en tout cas une certaine impression, en tout cas, du fait que la guerre des valeurs, l'opposition que nous avons analysée, a des effets absolument considérables dans l'opinion française et dans la façon dont les gens s'identifient politiquement. Je crois que c'est quand même un point très important à noter, et donc la recomposition, la reconstruction d'une gauche va être une opération extrêmement longue et finalement assez difficile. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est peut-être ce sur quoi nous devons travailler maintenant, et nous avons la chance au GENA d'avoir justement des interlocuteurs et des correspondants et des amis
dans plusieurs continents et dans plusieurs pays d'Europe. Et je pense qu'on est assez bien placé pour penser ensemble. Oui. Oui. Ça va venir. Non, j'ai pas envie de plomber davantage. Non, c'est gentil. Bon, en tout cas, merci à tous et à toutes. C'est vraiment, je trouve, une bonne séance.